Europe 1, il est 7h40. Il est désormais officiellement candidat à la présidentielle. Emmanuel Macron est votre invité, Thomas, en duplex et en direct de Marseille, où il tenait meeting hier soir. Et ce matin, on va essayer de savoir ce que le candidat Macron, qui a répété hier en meeting qu'il voulait porter l'espérance, propose concrètement pour le pays. Bonjour Emmanuel Macron. Bonjour. J'imagine que vous avez suivi d'une manière ou d'une autre le débat de la primaire hier soir. Alors, d'un mot, qui aimeriez-vous voir la gagner cette primaire ? Quel serait le meilleur adversaire pour vous ? D'abord, je dois vous confesser que je n'ai pas suivi le débat puisque j'étais à Marseille, donc j'ai passé du temps avec les femmes et les hommes de Marseille et de la région, présidents d'associations, chefs d'entreprise, salariés avec qui justement j'avais prévu de passer la soirée. Donc j'ai entendu ce qu'on en disait. Pour ce qui est du résultat de ces primaires donc de la droite, je n'ai pas d'opinion particulière. Vous savez, ce que je veux, c'est proposer un projet pour le pays, celui que nous allons construire, ce projet progressiste. Et au fond, le résultat, pour ce qui nous concerne, dépendra de notre capacité à convaincre. Je ne construis pas ce projet en fonction des autres. Eh ben, on va y venir à votre projet. Depuis votre déclaration de candidature, vous êtes devenu une cible. Emmanuel Macron vous accuse d'être le candidat du système, le candidat des banques, ça c'est Marine Le Pen, celui d'une aventure individuelle, ça c'est Manuel Valls. Ça fait 5 ans qu'il est avec François Hollande et 5 heures qu'il est en désaccord avec lui, a dit Nicolas Sarkozy hier soir. Emmanuel Macron, finalement, est-ce que ça ne revient pas à mettre une étiquette jeune et moderne, un sticker nouveau sur un vieux produit ? Je vous remercie de cette qualification. Il a manqué peut-être à la panoplie. Écoutez, le fait que de Jean-Luc Mélenchon à Marine Le Pen, il y ait cette déferlante, au fond depuis plusieurs semaines maintenant, et de manière beaucoup plus décomplexée encore depuis 2 jours, c'est simplement l'illustration de ce que je dénonce. C'est que, au fond, quand on vient perturber les équilibres bien établis que les uns et les autres avaient entre eux, cette espèce de partage du pouvoir, eh bien on gêne. Ça m'apporte peu, vous savez. Donc je vais continuer à avancer. J'entends tous les qualificatifs. Je pense qu'ils n'ébranlent pas nos concitoyens. J'avance avec mes convictions. J'avance avec aujourd'hui plus de 100 000 Françaises et Français qui ont rejoint notre mouvement. Et je l'espère des millions de Français qui seront convaincus par celui-ci. Bon alors, puisque vous n'êtes pas comme les autres, vous allez pouvoir répondre sans langue de bois, par oui ou par non, à une question simple. Je vous ai toujours répondu sans langue de bois. Eh ben, on va continuer. Après, vous savez, pas avoir la langue de bois, ça ne veut pas forcément dire être simpliste. On va pas être simpliste, mais la question posée par Benoît Hamon est assez simple. Il vous dit, tu es hors système, acceptes-tu de rendre public et transparent les donateurs de ta campagne ? Oui ou non ? Non, parce que un ancien ministre devrait savoir qu'il faut respecter la loi. C'est d'ailleurs dommage, et donc c'est de la démagogie. Je vais vous dire pourquoi. Je suis en effet hors système, puisque j'ai créé un mouvement en avril dernier, et ce mouvement n'a aucune subvention publique. Donc chez moi, on ne vit pas du contribuable. Je n'ai pas d'élu qui donne justement une part de ces indemnités, et je n'ai pas de subvention publique, là où les grands partis ont entre 18, 20, 22 millions d'euros chaque année du contribuable. Donc je ne vis que des dons donnés par les Françaises et les Français. Donc ensuite la loi, parce qu'elle protège l'intimité, eh bien elle m'empêche de vous donner les noms de celles et ceux qui ont donné. Il y a plus de 10 000 donateurs. Une très grande majorité, ce sont des petits dons, autour de 40-50 euros, parfois moins. Et il y a 5% des dons qui dépassent 1 000 euros. Bon. Voilà. Donc la réponse est claire. Si Thomas Soto, vous m'aviez... J'explique pourquoi pour nos auditeurs et nos téléspectateurs. Si vous, Thomas Soto, vous m'aviez fait un chèque et vous aviez donné au mouvement, ça ne vous plairait pas que vos collègues de bureau, votre employeur, le sachent. Bon, ça n'est pas le cas en tout cas. Je ne fais de don à personne. On en vient au fond de votre programme, Emmanuel Macron. Vous avez déjà dit que vous étiez pour une durée de travail flexible en fonction de l'âge, idem pour la retraite. Mais le point de départ de nos problèmes, ça se passe à l'école aujourd'hui. Qu'est-ce que vous proposez pour qu'enfin tous les enfants aient les mêmes chances, y compris dans les quartiers défavorisés qui n'intéressent plus personne depuis longtemps? Alors d'abord, sur le temps de travail, je vais être très clair avec vous, je n'ai pas proposé que les jeunes travaillent plus. J'ai simplement mis en lumière le fait qu'aujourd'hui, quand on parle du travail, on ne parle plus d'un élément qui est monolithique, qui est la même chose pour tout le monde. Vous avez dit, voilà, pourquoi les jeunes ne pourraient pas travailler plus s'ils en ont envie et les plus âgés qui sont plus fatigués, moins. Une flexibilité. Mais c'est très important, parce que ce que je dis, c'est qu'au fond, le débat sur la durée légale du travail, et on l'entend aussi dans la primaire de la droite, certains proposant de passer de 35 heures à 39 heures de durée légale, est un débat qui n'a plus cours. Il ne correspond plus à la réalité. Pourquoi ? Parce que vous avez des secteurs d'activité où vous pouvez aujourd'hui être 35 heures hebdomadaires. Ça pose pas de problème. D'autres, ça leur a posé beaucoup de problèmes. Dans le public comme dans le privé. Demandez à l'hôpital si ça n'a pas été dur à organiser.
Le repasser à 39 heures ou à 38 heures ou que sais-je n'a pas beaucoup de sens. Bon, Si ce n'est 35 d'expliquer heures à aux gens 39 heures, c'est ce que propose François Fillon. Par exemple. Mais pardon, mais, Non, mais sur l'école, Emmanuel Macron, ma question porte sur Je viens tout de suite l'école. à l'école, mais je me permets de corriger ce que vous avez dit. Donc, en fonction des secteurs d'activité, en fonction des enjeux de l'entreprise, mais aussi pour vous, en fonction de votre vie, vous n'avez pas la même énergie quand vous commencez. Et d'ailleurs, quand vous êtes un jeune peu qualifié, vous avez besoin de montrer que vous pouvez aussi travailler plus pour justement rentrer dans le travail, pour compenser le fait que vous n'avez pas de diplôme. Et à l'inverse, quand vous allez être parent, vous avez besoin d'un peu plus de temps personnel. Ensuite, vous pouvez redonner du temps au travail. Et puis après 55 ans, vous pouvez, dans certains métiers, avoir moins d'énergie. Vous pouvez avoir une forme de lassitude. Donc, ces flexibilités, cette adaptation pour l'entreprise et pour la personne, il faut la négocier au bon niveau. C'est pas la loi qui peut le fixer pour tout et partout. C'est pourquoi je crois au dialogue social au niveau de la branche et au niveau de l'entreprise. On a bien C'est de entendu. l'intelligence collective. Alors Emmanuel tout commence, Macron, vous l'avez l'école. bien dit, à l'école. L'école, la clé, c'est de corriger les inégalités de départ. On a aujourd'hui une école qui continue à être déterministe, c'est-à-dire qui reproduit les inégalités familiales. Et c'est ce qui fait que vous avez en moyenne en France un jeune sur 5 qui sort du CM2 sans savoir lire, écrire, compter. Et cette réalité qui est la moyenne française fait que dans certains quartiers difficiles, c'est en fait 60, parfois 70% des jeunes qui sont dans cette situation. Pourquoi ? Parce que ça se joue dans la petite enfance et dans les premières années, dans les interactions avec la famille. Je pense que vos enfants, quand ils arrivent en CP, ils savent déjà lire, écrire, compter. Parce qu'ils ont eu beaucoup d'interactions avec les parents, vous les avez aidés, et c'est formidable. Un enfant qui vient d'un quartier difficile de Marseille, où les parents sont en situation sociale complexe, où les parents sont issus de l'immigration, il a beaucoup moins de mots. Alors, quelle est la solution ? Il a beaucoup moins de solutions. Et donc, c'est de différencier les moyens. On ne peut plus avoir une école qui applique les mêmes règles avec les mêmes formules partout. Et on a aujourd'hui ce qu'on appelle des zones REP et REP+, qui ont commencé à différencier un peu ces moyens. Il faut aller beaucoup plus loin. Et donc, c'est un investissement, qui se joue à la maternelle, en particulier la dernière année, dans les 2 premières années de primaire, où quand les difficultés se concentrent, il faut donner la possibilité, plus de liberté à la communauté pédagogique, aux enseignants, plus d'autonomie, pour pouvoir faire, donc plus d'autonomie pour ces derniers et de liberté, parce que les méthodes pédagogiques qui sont employées dans toute la France, partout, sont pas forcément adaptées à des enfants qui n'ont pas les mêmes ou capacités cognitives ou le même bagage de départ, et donc qui sont pas équipés de la même façon. Mais ça veut dire qu'il faut Ensuite, plus de profs, Emmanuel Macron. Alors où certains veulent supprimer des postes, vous créez des postes de profs ou pas ? Non. Je pense qu'il y en a quelques-uns qu'il faut créer. Il faut réorienter bien davantage les moyens et financiers et pédagogiques sur ces zones, parce que les défis ne sont pas les mêmes. Si vous dédoublez une classe de CEP dans un quartier favorisé, ça n'a que peu d'impact. Si vous la dédoublez dans un quartier difficile, et quand je dis la dédoubler, c'est pas passer de 24 à 22, c'est vraiment de passer de 24 à 12. Là, vous avez un impact majeur. Donc, c'est vraiment l'investissement sur le début de l'école maternelle et les 2 premières années du primaire qui est, à mes yeux, absolument fondamental et qui demande un réinvestissement et donc aussi de réallouer des moyens sur ces premières années. Voilà, donc on entend que c'est une forme de flexibilité là aussi, d'adaptabilité, on va dire, pour l'école comme pour, ça veut dire, comme si vous pour voulez. le temps de travail. Mais attendez, parce qu'il faut qu'on avance, Emmanuel Macron. Ça veut dire faire plus pour ceux qui ont moins. Faire plus pour ceux qui ont moins. Emmanuel Macron, il y a des sujets sur lesquels on vous a jamais entendu non plus, ce sont les questions régaliennes, l'international, la sécurité, ce qui fait un président de la République. Sur ces sujets-là, on ne vous connaît pas. Alors allons-y, la situation en Syrie est dramatique, chaotique. Qu'est-ce que vous faites pour la Syrie ? Est-ce que la France doit rester engagée là-bas ? Est-ce qu'elle doit renouer le contact avec Bachar el-Assad ? La France est engagée depuis le début et elle a pris ses responsabilités. Et je crois qu'il faut s'en féliciter. Elle l'a fait en étant, comme vous l'avez constaté, abandonnée, lâchée par une partie de ses alliés historiques. Les États-Unis. Et il faut prendre en considération cette réalité. C'est que nous ne sommes plus dans cette région dans les mêmes équilibres que ceux dans lesquels nous vivions depuis des décennies. Aujourd'hui, la solution, elle doit passer par un équilibre politique, même provisoire, sur place. Je ne suis pas naïf sur Bachar el-Assad et je ne propose pas de trouver une solution avec Bachar el-Assad. Par contre, vous avez aujourd'hui une puissance, les Russes en particulier, qui se sont réinscrits dans justement la situation syrienne et qui sont devenus un élément déterminant. La France ne peut pas laisser dans un dialogue singulier les États-Unis et la Russie, qui par ailleurs sont profondément opposés, décider du sort de la Syrie. Je pense que
nous devons avoir une priorité. C'est la lutte contre l'islamisme radical et terroriste dans la région. Et ça passe par un renforcement que je vous suive bien, par un renforcement des liens avec Vladimir Poutine, avec la Russie. L'Europe doit arrêter de tourner le dos à Vladimir Poutine ? Ça passe par, en effet, une discussion exigeante et réaliste avec l'ensemble des puissances qui sont impliquées dans cette situation pour trouver une solution politique transitoire qui permette de sortir du conflit. Avec une priorité, et c'est là où je pense que, par exemple, la position prise depuis 2014 par les Allemands me paraît extrêmement féconde. Nous ne pouvons pas faire de l'extermination du régime de Bachar el-Assad un préalable à toute décision. C'est évidemment un objectif, puisque c'est un régime sanguinaire et extrêmement coupable de la situation dans laquelle nous sommes, mais la priorité doit être la lutte contre, précisément, Daesh, Al-Nosra, etc. Alors vous le disiez, il y a Vladimir Poutine, la Russie, mais il y a aussi les États-Unis. Quelle relation le président Emmanuel Macron veut nouer avec son homologue américain Donald Trump ? Il est dangereux, il est stupide, comme l'a dit Anne Hidalgo, Donald Trump ? Vous savez, c'est, quand on est un démocrate, assez difficile de qualifier un homme qui a été élu démocratiquement par un grand peuple allié. Et donc, vis-à-vis de Donald Trump, notre relation, notre démarche doit être, là aussi, responsable. Les États-Unis d'Amérique, c'est un grand pays, une puissance alliée, et nous partageons notre histoire. C'est un pays que nous avons contribué à libérer démocratiquement. D'accord, mais vous êtes à l'aise avec Donald Trump ou pas ? Non, mais c'est très important parce que ces histoires dépassent les hommes. Et donc, ce qui se joue aujourd'hui, c'est l'existence d'un camp occidental qui est véritablement l'alliance de ces puissances, les États-Unis d'Amérique, l'Europe et au cœur de l'Europe, la France, qui, je le rappelle, est une puissance diplomatique et militaire unique. C'est notre capacité à avoir ces alliances. Ce que je constate, c'est que la présidence de Barack Obama a conduit, au fond, déjà, à une forme de regard qui se détournait vers le Pacifique. Les États-Unis d'Amérique se sont désengagés de certaines zones historiques. Donc vous voulez recréer un lien fort avec la Russie d'un côté et avec les États-Unis de l'autre ? Non, je dis simplement que la France doit inscrire sa politique internationale dans l'Europe, qui la rend plus forte, doit savoir discuter, comme elle l'a toujours fait dans son histoire, avec les grandes puissances, même quand elles ne sont pas amies, et c'est le cas de la Russie, parce que nous devons être responsables, et c'est la condition pour pouvoir déboucher sur certaines situations comme la Syrie, et nous devons proposer aux États-Unis d'Amérique de poursuivre l'histoire commune. Ma volonté, c'est de contribuer à réancrer M. Trump, quels que soient ses discours, dans le camp de l'Occident, dans le camp du progrès et des droits de l'homme. Et en particulier, moi j'en appelle à sa responsabilité pour ce qui est du climat. Puisque vous qui avez l'image du candidat des bus et du diesel, vous êtes sensible au climat ? Pardon ? Vous qui avez l'image du candidat des bus et du diesel, que vous avez défendu les bons diesels, vous pensez que le climat c'est un sujet fondamental ? Je pense que le climat est un sujet fondamental parce que je ne pense pas être la caricature que vous décrivez. D'abord parce que j'ai été le candidat en effet de la libération de la mobilité sur notre territoire. Et vous savez, on peut suivre le raisonnement qui est le vôtre. Si on est contre les bus, on empêche les gens de se déplacer. Je ne suis pas pour une société amiche. Donc je suis pour une société écologique, mais pas amiche. Sauf que les bus, pardon, vous ouvrez une parenthèse, on va s'y engouffrer, Emmanuel Macron. Les cars, parce qu'en toute rigueur, ce ne sont pas des bus, ce sont des cars. Les cars que nous avons permis de développer massivement, ce sont des cars aux normes Euro 6, c'est-à-dire les normes les moins polluantes au niveau européen. Petite parenthèse, ça marche pas très bien les cars. Oui, ça marche pas très bien les cars, pardon. Mégabus, la direction a lancé un plan de sauvegarde. Il y a des opérations escargots ce matin sur le périphérique parisien. Menace sur 174 salariés. Et la CGT qui dit c'est la conséquence d'une concurrence sauvage à coups de millions d'euros qui se fait sur le dos des salariés. Écoutez, c'est pas à l'État de réguler cela. Ça, c'est une régulation normale alors. Mais vous avez une société qui a voulu se développer en cassant les prix. Elle a détruit sa profitabilité, elle se trouve en situation difficile. Elle sera reprise et son activité sera reprise par d'autres. C'est immanquable quand un marché se développe. Là aussi, il ne faut pas être naïf. Donc on a créé plus de 1500 emplois de chauffeurs de cars durant cette période. Là, il y a une restructuration, ils seront repris par d'autres. Pour autant, si on revenait à la situation antérieure, il y avait un peu plus de 100 000 Français qui se déplaçaient par car. Ils sont maintenant plus de 4 millions par an. Et on a créé 1500 emplois nets dans ce secteur. Donc, je m'en félicite. Oui. Donc, vous assumez. Mais j'assume totalement. Quant au diesel, questions je ne peux pas vous laisser dire ça. Allez-y. Je crois à la transition. Le diesel, des décisions de convergence fiscale ont été prises entre le diesel et l'essence.
Et elles étaient extrêmement importantes à prendre parce que nous favorisions trop le diesel. Mais on ne peut pas du jour au lendemain. Dans un pays où pendant des décennies, on a favorisé le diesel, dire le diesel, ça n'existe plus, ça n'est pas bon. D'abord, il y a des innovations qui permettent d'améliorer la chose. Donc, il faut encourager l'innovation. Et ensuite, il faut progressivement accompagner notre pays dans cette mutation. Et donc, conduire nos entreprises à passer du diesel à l'hybride et l'électrique, mais on ne peut pas du jour au lendemain dire celles et ceux qui travaillent dans les entreprises qui font des moteurs diesel, on les met au chômage, pardon de vous le dire. Allez à Rodez, allez à Trémery. Moi, je connais ces femmes et ces hommes qui travaillent dans nos usines. Ils travaillent et ils sont fiers de cela, donc il faut accompagner leur transition vers d'autres productions en investissant. Et de la même façon, nos concitoyens, bien souvent modestes, qu'on a encouragé à acheter des véhicules diesel avec justement des avantages. On ne peut pas leur dire du jour au lendemain, vous n'avez plus le droit de rouler, vous n'avez plus le droit de bouger parce que vous avez un diesel. Emmanuel le problème, Macron, c'est le vieux diesel, le vieux parc diesel. Et donc là, il faut encourager sa mutation. Toute dernière question. Je referme la parenthèse. Je veux quand même finir sur M. Trump, puisque vous m'avez interrogé là-dessus. Je pense qu'il est absolument fondamental qu'on arrive à véritablement ancrer les États-Unis dans le camp occidental et à les mettre face à leurs responsabilités sur le climat. Et là, la France et l'Europe ont un rôle central. C'est un peu compliqué en duplex, évidemment. Vous êtes candidat car vous êtes aussi un déçu du hollandisme. Vous dites avoir un lien affectif fort avec François Hollande. Si vous étiez encore son conseiller, vous lui diriez quoi? Présente-toi à la primaire ou arrête les frais? Vous savez, quand j'étais le conseiller de François Hollande, je n'ai jamais dit ce que je conseillais. Et c'est pour ça, d'ailleurs, sur les 2 premières années du quinquennat, je l'ai toujours dit, j'assume tout en étant politiquement responsable de rien, puisque je n'étais que conseiller. Mais je n'ai jamais dit ce que je conseillais. J'ai parfois fait de bons conseils, sans doute de mauvais. J'ai certaines fois été suivi, d'autres non. Mais quand on conseille au fond, premier homme de notre pays, on garde cela pour soi. Merci. Et donc, je ne suis pas aujourd'hui dans cette situation. François Hollande a des décisions à prendre qui le concernent et qui concernent aussi notre pays. Je suis, pour ma part, depuis avant-hier, dans une démarche collective, politique, civique, à laquelle je suis extrêmement attaché, celle de construire ce rassemblement pour le progrès et d'essayer de changer mon pays. Merci Emmanuel Macron d'avoir été en direct et en duplex de Marseille sur Europe 1 ce matin. Merci et bonne journée.